Est-ce que LinkedIn est la meilleure plateforme pour faire du marketing B2B? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois un expert LinkedIn Ads qui s'appelle Moni Chim, qui a vraiment poncé la plateforme, mais vraiment c'est un des meilleurs experts en France sur le sujet. Pendant 1 heure, il nous a donné une masterclass sur tout ce qu'il faut savoir sur LinkedIn Ads pour vraiment performer quand on est une entreprise qui fait du B2B et qui veut se lancer sur LinkedIn Ads. Hello Moni. Salut Maxence. Alors, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux déjà commencer par te présenter s'il te plaît? Pas de problème, je suis Moni Chim, spécialiste LinkedIn Ads et marketing B2B. Je suis aussi podcaster sur le marketing B2B et ma spécialité, c'est d'accompagner les entreprises B2B dans leur acquisition de clientèle et de notoriété via LinkedIn Ads. Donc, merci beaucoup. Pour les gens qui connaissent pas forcément LinkedIn Ads, est-ce que tu peux nous redonner peut-être un peu de contexte sur à quoi ça sert, pour qui, est-ce que c'est, etc. Un peu toutes les Ouais, questions classiques que tu dois recevoir au quotidien. absolument. Pour moi, LinkedIn Ads, c'est principalement pour les entreprises B2B, donc qui ciblent des entreprises, d'autres entreprises. Typiquement sur des offres high ticket, donc quand je parle de high ticket, ce sont typiquement des offres où il va y avoir un revenu moyen par client adressé de plus de 10 000 € par an. Donc si on vend des tout petits trucs, typiquement LinkedIn Ads, ce n'est pas le meilleur canal pour procéder. Et aussi, LinkedIn Ads, typiquement, est un levier qui ne s'active pas en tant que premier levier d'acquisition de clients. Je vois beaucoup de prospects qui viennent me voir, qui n'ont pas vraiment d'acquisition organique opérationnelle et qui veulent du LinkedIn Ads, alors que, en mon sens, c'est extrêmement important d'avoir 3 critères de valider. Le premier, bien sûr, un product market fit, donc une offre qui se vend déjà correctement. Le deuxième, un website market fit, c'est-à-dire un site web qui arrive à convertir du trafic entrant. Et enfin, un content market fit, c'est-à-dire un contenu qui va résonner avec votre profil client idéal. Et c'est ça qui va faire que on va avoir des efforts LinkedIn Ads qui vont fonctionner. Donc, on scale des efforts organiques avec LinkedIn Ads. Et l'avantage, c'est qu'on va du coup distribuer son contenu exactement aux audiences, aux comptes qu'on veut adresser. Alors que quand on est en organique, on ne peut pas vraiment faire ce ciblage-là. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs choses très intéressantes là-dedans. C'est déjà, on a l'image que LinkedIn Ads, c'est cher, entre guillemets, mais effectivement, tu nous dis. Alors, tu ne nous dis pas si c'est cher ou pas, mais si on vend des petites prestations, des petits produits, etc., c'est pas forcément le levier adéquat. Par contre, si on a un modèle d'agence, de SaaS que tu connais très bien, c'est des outils, en tout cas, c'est des types d'offres qui se prêtent très bien à LinkedIn Ads parce que la récurrence et la LTV font qu'on peut atteindre plus facilement ce côté high ticket, ce palier entre guillemets de 10 000 € par an, qui est un peu ton étalon pour dire ok, bah en dessous ça vaut pas la peine, entre guillemets, ou c'est risqué presque de faire du LinkedIn Ouais, Ads. c'est ça. Et de l'autre, le côté ça ne doit pas être votre premier levier d'acquisition. C'est intéressant parce que limite ça veut dire qu'il y a une barrière à l'entrée qui est assez forte sur LinkedIn Ads pour dire Ouais, ton offre, elle doit être validée par son marché, donc le fameux product market fit dont tu parlais. Il faut que tu aies un site qui est prêt à recevoir tes leads et que ton contenu soit assez intéressant pour le pousser sur LinkedIn. Ça commence à faire beaucoup déjà pour commencer. ça commence à faire de beaucoup et c'est pour ça que moi j'arrive souvent en bout de chaîne et c'est marrant, mais moi 80% de mes leads qui arrivent, au final je les renvoie à d'autres personnes, d'autres prestataires parce que je leur dis ok, vous n'êtes pas prêts à faire du LinkedIn Ads, si vous en faites avec moi aujourd'hui, ça va pas marcher et personne ne sera content au final. Donc ouais, effectivement, c'est pour ça qu'il faut vraiment valider ça. Et juste pour donner de contexte un petit peu par rapport au benchmark en termes de coût par clic, sur mon échantillon de clients récents, on est sur des coûts par clic, sur des publicités images, entre 2,9 et 4,5 €. Donc clairement, on est sur des coûts par clic qui sont très largement supérieurs à ce qu'on a sur du Meta Ads, où on est plus sur des magnitudes de plusieurs dizaines de centimes. Et donc c'est pour ça qu'il du coup va changer la donne et va obliger à avoir une offre suffisamment high ticket pour performer. Et alors, si on dézoome un peu et si on se fait l'avocat du diable, comme je sais que tu dois en avoir souvent, c'est dans ce cas-là, pourquoi ne pas justement tout miser sur Meta
Et à quoi ça sert d'aller sur LinkedIn si c'est plus cher finalement? Et si en plus il faut que je sois beaucoup plus près, etc. Même si, petit disclaimer, la partie content et la partie website et la partie market fit, elle est vraie quel que soit le réseau ads, Oui, que ce soit Google, Meta et autres. Si l'offre elle n'est pas demandée ou si les gens ne sont pas prêts à l'acheter, ça ne sert à rien. Si le site il est pourri, ça ne sert à rien. Et si en contenu on n'est pas bon, ou en tout cas on n'arrive pas à craquer, parce qu'on être bon en contenu, c'est un sujet qu'on entend assez régulièrement effectivement, mais qu'est-ce que ça veut dire être bon en contenu? C'est un peu comme l'offre, il faut qu'il y ait un contenu qui résonne avec la cible. Je ne sais pas comment tu le vois, mais il faut qu'il y ait un ouais, contenu qui s'adresse aux prospects potentiels et qui leur donne envie de cliquer pour en savoir plus. Et ça s'adresse autant sur des fonctionnalités, services ou produits, qui est un peu le basique du contenu, jusque remonter dans les drivers psychologiques qui font en sorte que les gens se bougent. Mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, d'ailleurs, avant d'aller plus loin. ouais. Ouais, juste pour rebondir par rapport au Mm. contenu, pour moi, le contenu, c'est un produit. Moi, mon contenu, c'est un produit que je pense comme un produit, que j'itère comme un produit, sur lequel je collecte des feedbacks comme un produit, sur lequel je mets énormément d'efforts. Et je pense que beaucoup d'entreprises, elles n'ont pas compris que le contenu, c'était le fuel de leur acquisition et de leur exécution, marketing et vente. Et pour revenir à ce que tu as dit entre Meta et LinkedIn, il y a une différence. La grande différence, c'est que LinkedIn Ads donne le meilleur ciblage publicitaire B2B sur le marché. Pourquoi? Parce que LinkedIn a de la data sur l'employeur de chaque personne et a aussi de la data sur les caractéristiques professionnelles de chaque personne. Parce que les gens, ils ont envie de, de montrer qu'ils ont un bon profil, parce qu'ils veulent se faire chasser, parce qu'ils veulent bien se présenter. Donc, ils vont vraiment enrichir cette base de données de LinkedIn de la manière la plus précise et la plus détaillée possible. Ce qui fait que si vous avez une offre, où vous allez par exemple vous dire, OK, nous vendons uniquement notre offre à des géants de l'agroalimentaire qui ont plus de 10 000 employés et nous allons nous adresser seulement à de la fonction finance, donc par exemple des managers et des C-level en finance. Pour aller cibler ces gens-là sur Meta, ce sera impossible. Alors que sur LinkedIn, ce sera possible de faire ça. Sur LinkedIn, par rapport au ciblage par entreprise, on a deux grandes possibilités. La première grande possibilité, c'est de passer par les filtres de ciblage de LinkedIn. Par exemple, de dire, moi je pars typiquement par trois filtres. Je cible par exemple la France, donc géolocalisation. Deuxièmement, je cible par taille d'entreprise. Donc là, c'est par rapport à une taille en termes de nombre d'employés. Par exemple, plus de 10 000 employés ou alors par exemple entre 50 et 200 employés. Et enfin, dernièrement, par rapport au secteur de l'entreprise. Donc, par exemple, technologie et système d'information, par exemple. Et ça, ça permet de cibler entre guillemets, les bonnes entreprises. Mais c'est pas forcément parfait comme mode de ciblage parce que c'est uniquement du déclaratif. Parce que c'est un ciblage qui va reprendre les datas des pages d'entreprise LinkedIn et les gens, ils vont pas forcément déclarer leur page d'entreprise sous le bon secteur. Donc ça peut donner quelques petits couacs. Et aussi, peut-être qu'au final, si on a bien fait son analyse en amont, avec les sales notamment, on va se dire, ouais, mais en fait, c'est pas toutes les boîtes du secteur agroalimentaire qu'on veut avoir, c'est seulement ces boîtes-là qui ont vraiment des critères très particuliers, par exemple, qui utilisent un outil ou qui ont telle problématique. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va bâtir à la main une liste d'entreprises qu'on veut absolument adresser. Ça peut être 10 entreprises, 50, 100, 1000. Et en fait, on peut uploader dans LinkedIn cette liste d'entreprises-là, ce qui va faire un ciblage extrêmement laser targeté. Et enfin, on peut aussi combiner les deux. On peut dire, OK, on va faire une campagne plus scale, où on va aller toucher, entre guillemets, toutes les entreprises suivant les critères, les filtres de LinkedIn. Et en plus de ça, on va créer une campagne sniper, on va sniper, on va juste adresser ces comptes vraiment liés à cette liste. Et on va évidemment exclure de la première audience la seconde audience pour ne pas toucher les gens avec la même campagne. Donc ça, c'était vraiment le côté entreprise. Maintenant, le côté persona. Donc en fait, on va vouloir toucher toutes les personnes du groupe d'achat. Donc pas seulement les décisionnaires, évidemment, mais aussi les utilisateurs, les gens qui ressentent la douleur aujourd'hui, les influenceurs, les gens qui vont pousser la décision, et les bloqueurs, plutôt les gens qui vont plus bloquer la décision. Donc on adresse tous ces gens-là en termes de persona,
Donc, par exemple, là, on va faire un ciblage soit par intitulé de poste, genre CMO, genre marketing manager, etc., soit par fonction. Dire, par exemple, marketing, finance, comptabilité, etc. Et c'est en faisant cette conjonction des deux qu'on va réussir à avoir les bonnes personnes dans les bons comptes. Et c'est là où du coup le pouvoir de LinkedIn, je comprends quand tu en parles, que en termes de précision de ciblage, on est vraiment sur quelque chose de très fin, limite pas flippant, mais en tout cas, on peut aller très loin quand on est dans le B2B sur toutes les logiques d'account-based marketing, etc., où on va aller Ouais. cibler très spécifiquement des comptes clés. Donc tu connais beaucoup mieux le marketing B2B que moi, mais c'est des sujets où je comprends ta passion pour LinkedIn Ads, du coup, parce que par rapport à un Google ou un Meta, moi je suis beaucoup plus familier de ces parties-là, tu raisonnes uniquement sur la partie persona, finalement, sur l'humain qui est derrière, sans avoir cette segmentation possible, ou en tout cas ce resserrement de l'étau sur, OK, il faut tel et persona, par exemple les CMO. Ah, oui, des CMO sur Meta, tu peux aller en chercher. Par contre, tu peux pas Ouais. croiser aussi facilement sur. Oui, mais attention, parce que moi, c'est des CMO de boîtes de plus de 100 salariés qui ont un siège qui est dans tel pays ou dans telle région, etc. Ça, c'est une possibilité que tu retrouveras que sur LinkedIn finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu as parlé d'ABM. Donc, on peut faire de l'ABM one-to-one, one-to-few, one-to-many. Moi, j'ai des exemples de campagnes que je fais pour certains clients. On va les targeter un seul compte et on va faire une campagne de publicité avec une créa qui va nommer le compte, avec une pub qui va nommer le compte, avec un contenu qui va nommer le compte, et où les gens vont vraiment se sentir extrêmement concernés. Sachant que on ne peut pas avoir une audience cible de moins de 300 personnes. Donc c'est pour ça que si on fait de l'ABM, si on fait ce genre de choses, on va pas cibler une petite boîte avec ça. On va cibler une très grosse boîte, clairement. Et on va arroser relativement large à l'intérieur de ce compte ciblé-là. Ouais, de toute façon, pour faire de l'ABM, tu es déjà sur des grosses boîtes, j'imagine en général. Donc, tu as ce biais-là, en tout cas, ou cette limite-là qui est limite rassurante quand tu es un être humain qui, quand même, tient à préserver un minimum sa vie privée. Euh, ce qui est toujours un peu le Ouais. paradoxe du marketeur qui sait jusqu'où on peut aller en ciblage et qui se dit ouais, mais en fait, si j'étais du côté de ma cible, limite, ça me ferait peur. Donc, ça, c'est limite rassurant pour le coup. Ouais. Et Alain, Ouais. si on va un peu plus loin, donc on a vu que les possibilités de ciblage, c'est quand même quelque chose qui est assez magnifique là-dessus. Est-ce que c'est comme sur du méta où plus tu vas être fin, plus justement tu vas le payer cher derrière et donc il faut être pas plus royaliste que le roi, mais il faut que ta finesse elle soit bien cadrée, que ce soit pas juste de la finesse de confort entre guillemets. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Plus tu cibles une audience petite, plus tu vas devoir forcer la main à LinkedIn. Parce qu'au final, au lieu de lui dire, OK, tu as 100 000 personnes à cibler, bah voilà, tu prends les personnes que tu peux. Si à la place, tu lui dis, tu peux en cibler que 1000, bah forcément, il va falloir que tu lui donnes un petit peu plus de sous pour qu'il accepte, en fait, il se force, en fait, à montrer ta publicité à ces personnes-là. Donc, par rapport aux tailles d'audience, on a bien sûr des best practices. Donc, moi, voilà, typiquement, sur une audience froide, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas encore le produit, pour avoir des coûts pas trop élevés, je vais souvent avoir tendance à aller sur des chiffres d'audience qui vont entre 20 000 et 80 000, voire même 100 000. Mais après, si mon client il cible le CAC 40 par exemple, et il peut servir uniquement le CAC 40, bah, je ne vais pas m'amuser à faire une audience de 20 000 personnes juste pour rentrer dans le petit critère pour avoir des clics un peu moins chers. Bah non, évidemment. Si l'audience elle fait 5 000 personnes et que c'est comme ça, parce que bah voilà, on peut pas cibler d'autres entreprises, et ben c'est pas grave, on va cibler ces 5 000 personnes là, on perd un petit peu plus cher du clic, et puis c'est pas grave. Et normalement, et c'est un peu comme quand tu as les réflexions de... Je fais toujours le parallèle avec Meta et Google, qui sont peut-être des outils publicitaires un peu plus démocratisés, y compris côté B2C, mais quand tu vas affiner tes audiences, tu vas toujours payer plus cher. Et normalement, si tu rajoutes des critères, tu dois t'y retrouver en termes de taux de conversion, de valeur de conversion, etc. Donc, ça doit faire sens quand tu rajoutes des critères, parce que tu ne payes pas plus cher juste pour le plaisir de nourrir l'économie irlandaise. Euh, Ouais. du tout. C'est vraiment, tu prends la décision en conscience de dire, OK, je restreins volontairement mon audience ou pas forcément volontairement, si comme tu dis,
on peut adresser que certains clients, bah c'est tout, c'est comme ça, parce que de toute façon, on aurait un taux de conversion et un taux d'interaction même qui est tellement nul si on sortait de cette audience-là, ça n'a aucun Ouais, intérêt d'y aller et on perdrait de l'argent pour s'afficher sur des comptes qui ne servent à rien finalement, si je c'est résume. ça. C'est exactement ça. Ouais. Bah, moi, par exemple, j'ai des clients qui me disent, OK, Moni, nous, ils me donnent une liste. Ils me disent, nous, on a cette liste de base qu'on veut targeter. Ils me disent, on veut juste targeter eux et les autres, on s'en fout, quoi. Et, et du coup, moi, ça me facilite mon travail au niveau du ciblage parce que j'ai pas besoin de me dire, ah ouais, est-ce que cette entreprise-là, ça va ou ça va pas? Non, c'est bon, j'ai la liste. Et après, derrière, ça rend l'attribution plus facile aussi. Parce que du coup, bah, quand on a du pipeline qui va arriver, en fait, et qui va être associé à ces listes-là, bah là, on pourra plus facilement dire que c'est grâce à LinkedIn, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. Et quand tu as justement des clients qui te disent, bah tiens, nous, on veut cibler euh, tel ou tel type de population, c'est quoi ta démarche pour dire, ok, bah en fait, votre audience, je vais aller la chercher de telle ou telle manière. C'est quoi ton cheminement en fait? Parce que finalement, si on compare par rapport, encore une fois, à d'autres types de leviers, tu as besoin d'avoir un double cheminement de ton côté parce que vu que toi, tu raisonnes en termes de persona et de ICP, donc Ideal Ouais, Customer Profile, donc l'entreprise, tu as, le ouais. double travail finalement. C'est ça. J'ai ce double travail à faire. Donc, comment je fais pour... bah, déjà, je vais travailler avec des entreprises qui connaissent très bien leur ICP et qui connaissent très bien leur persona. Donc, ils vont vraiment être extrêmement clairs. Ils vont dire, ouais, Moni, nous, nos target accounts, bah, on sait exactement qui c'est. Et nos personas, ils vont donner un fichier Excel. Ils vont dire, OK, ils ont ces postes-là. Ils ont ces postes-là. Et du coup, pour rapport à un poste, ce sera extrêmement facile de faire le matching. Après, par rapport au ciblage par persona, il y a plusieurs façons de cibler par persona. Je ne vais pas non plus donner tout, mais les principaux. Donc, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, par job title et par job title, donc c'est par intitulé de poste. Le deuxième, c'est par fonction. Et il y en a aussi un autre que j'aime bien utiliser souvent, c'est par compétence. Donc, par exemple, je vais dire n'importe quoi, SAP. SAP, vraiment, c'est une compétence. Quelqu'un qui a mis SAP comme compétence, bah, il va s'auto-identifier comme personne qui va avoir quand même une certaine responsabilité par rapport à ce qu'il fait. Et j'ai constaté avec certains clients que c'était intéressant du coup de faire ce ciblage par compétence. Évidemment, pas une compétence qui est bateau. On va pas mettre Microsoft Office, évidemment. On va mettre quelque chose d'extrêmement niché qui va vraiment signaler que cette personne-là, elle a ce qu'il faut. Par contre, le ciblage par groupe, moi je trouve ça pas très robuste parce que les groupes, ça fait 10 ans que je suis dans des groupes que j'ai intégrés il y a 10 ans et j'ai oublié que je faisais partie des groupes. Donc ça, pour moi, ça sert un petit peu à rien. Donc moi, j'ai tendance à plus utiliser soit par intitulé de poste. Le problème d'intitulé de poste, c'est il faut tous les mettre. Parce que, évidemment, sur LinkedIn, tous les gens, même si c'est le même job, ils vont avoir des intitulés de poste différents, en fait. Donc il va falloir rentrer une très grande liste. Et le problème avec ça aussi, donc oui, on est plus précis, mais le problème, c'est qu'on ne va pas recouvrir tout le marché. Donc si par exemple, on aurait pu recouvrir 1000 personnes en tout, on va peut-être en recouvrir que 700 ou que 800, parce qu'entre guillemets, on va oublier des personnes. On ne va pas réussir à toutes les avoir. Si on veut avoir beaucoup plus de monde, et ce que maintenant j'ai souvent tendance à faire, je vais faire un filet un peu plus large, je vais faire par fonction. Je vais dire, OK, on va prendre marketing, fonction finance, fonction opération. Mais après, derrière, on va faire comme dans Google Ads, où on regarde les termes de recherche. On va regarder dans les rapports démographiques et on va regarder les intitulés de poste des personnes à qui on a servi des impressions. Et on va regarder ça un petit peu. Au début, on va faire ça vraiment tous les jours, mais après, on fera ça moins souvent. Et on va tout de suite retirer des campagnes, des ciblages de toutes les campagnes, les personnes qui ne nous intéressent pas. Ce qui fait que après quelques mois, on va avoir vraiment un ciblage qui recouvre une plus grande partie du marché, mais qui en même temps est suffisamment restreinte pour ne faire afficher des publicités que vers les bonnes personnes. Donc franchement, c'est vraiment cette démarche-là que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment intéressant cette logique de partir du large aussi avec la fonction globale, fonction marketing, et ensuite par exemple aller enlever ceux qui sont pas pertinents pour le coup. Et ça fait vraiment penser à la partie Google Ads, comme tu le disais, où tu vas exclure les mots-clés et tu vas le faire, enfin les termes de recherche, tu vas le faire vraiment tous les jours au début, parce que tu as des énormes conneries, Ouais. surtout maintenant avec le ciblage en large, où des fois ton mot-clé c'est table et t'apparais sur la requête canot et kayak, c'est déjà arrivé. Euh,
Donc je comprends. Mais par contre, en termes de volume en entrée, tu achètes de la donnée finalement. Tu achètes Ouais, de la c'est sûr. connaissance et après tu vas filtrer. Et plutôt que d'être toi-même en exploratoire et de louper des opportunités parce qu'il y a des personnes qui ont des intitulés auxquels toi tu penses pas, parce que souvent c'est vrai que c'est selon la façon dont on réfléchit, on le présente de telle ou telle manière, selon l'entreprise, Ouais, etc. Alors que là, bah, tu es en réception de l'information. Alors oui, ça t'a coûté un peu pour diffuser et pouvoir l'exclure derrière. Par contre, le gain de temps, de pertinence et limite même d'énergie en termes de délai, hein, ton délai de connaissance, il est beaucoup plus réduit. Et aujourd'hui, le temps, ça reste un avantage concurrentiel. Donc au plus bah vite oui. tu apprends, au plus vite tu peux doubler la dose et doubler ton nombre de leads qualifiés, etc. Et c'est ça. C'est ça. Et puis aussi, c'est un enjeu de part de voix. Si vous avez une entreprise et que vous voulez croître en matière de part de marché, il faut d'abord aller capturer votre marché capturer un maximum de parts de voix avec vos contenus. Et pour faire ça, bah, du coup, il faut recouvrir au maximum votre marché adressable. Si déjà vous vous coupez intrinsèquement de 70% ou 60% du marché, c'est pas bien parti, quoi. Donc, autant essayer quand même de capturer un maximum de personnes et puis après d'affiner derrière, à mon avis. Ah, c'est intéressant. Et justement, pour aller un peu plus loin sur ces logiques de capture, entre guillemets, alors tu captures pas tes Pokémon, tu captures tes prospects, mais quand tu commences à initier une démarche de bah, tiens, je vais aller démarrer mon affichage sur cible, finalement, tu achètes de l'affichage purement sur cible auprès de LinkedIn, donc ta cible qui est qualifiée, que tu as épurée avec le temps, tu as créé ta liste et tu l'as affinée, elle est prête. En combien de temps, je sais que c'est la question que tous les marketeurs détestent, en combien de temps tu commences à voir qu'il se passe des choses quand tu démarres du LinkedIn Ads de Hmm. zéro? Ouais, c'est vrai que c'est la question que tout le monde déteste et ça dépend. La réponse que Ceci tout le étant monde dit, déteste aussi. ouais, c'est ça. Ceci étant dit, ce que j'ai constaté avec mes clients, qui sont quand même à un certain niveau de maturité, on a évidemment du trafic qualifié très rapidement. Si on n'a pas fait n'importe quoi au niveau du ciblage, on va tout de suite avoir les bonnes personnes qui viennent sur le site. Après, en termes de résultats en matière de création de pipeline, ça se passe généralement entre 3 et 6 mois. Parce il y a deux mécanismes qui sont incriminés. Le premier, c'est le mécanisme itératif. On va probablement pas trouver dès le début le bon mix de format, de contenu, de ciblage qui va vraiment fonctionner. Il va falloir qu'on itère, il va falloir qu'on apprenne, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qui fonctionne bien en créa, qu'est-ce qui fonctionne pas, sachant que ce qui marche sur une audience peut complètement ne pas marcher sur notre audience. Donc ça, c'est le premier truc. Et le second, c'est que le parcours décisionnel en B2B est long, complexe. Et parce que c'est fait par rapport à des transactions qui sont élevées et des groupes d'achat qui sont importants. D'après Hockey Stack, ils ont sorti cette pièce de data en 2024 dans How does it take to close the deal. Il faut en moyenne 222 points de contact entre la première impression et la transaction réussie pour acquérir un client en B2B SaaS. Je crois que l'échantillon, c'était des entreprises ouais, avec des valeurs annuelles entre 10 000 et 100 000 par an, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup. Donc il faut quand même donner pas mal de points de contact, donner beaucoup à manger aux gens, montrer patte blanche sur une variété de contenus et de formats pour derrière les persuader à booker une démo. Et du coup, peut-être que on va en parler de ça, c'est que voilà, typiquement les campagnes qui sont très en mode capture d'audience, euh, télécharge le livre blanc, demande une démo, etc. Donc elles ont une place, certes, mais le problème c'est qu'en France, les gens ils font que ça. Ils s'imaginent que LinkedIn c'est une machine à générer à générer des démos et qu'en face, on s'adresse à des robots qui vont regarder la pub et qui vont cliquer, qui vont demander une démo. Alors qu'en fait, en général, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser, même l'étude, tu as Google, quand ils ont voulu nous vendre les campagnes Performance Max, qui était un peu leur boîte noire, ils nous disaient, ils conceptualisaient le terme de messy middle, donc le côté où tu avais une initiation, donc un trigger qui fait en sorte que quelqu'un veut bouger parce qu'il est dans l'inconfort, donc il initie une phase de découverte, ensuite tu avais la phase d'évaluation et après la phase d'achat, et qu'en fait avant c'était assez linéaire, et qu'aujourd'hui, tu peux rentrer dans une phase de découverte, puis passer en évaluation, mais tu peux revenir en phase de découverte parce que ton besoin il a changé, ainsi de suite.
Et eux, ils sortaient de leur chapeau 500 points de contact. Alors c'était B2B et B2C mélangés. Mais comme quoi, le message principal était que l'attribution était compliquée et elle ne devait pas être immédiate. Donc c'est un peu la même chose et c'est pire, je pense, en B2B quand en plus tu fonctionnes avec des budgets annuels. On dit souvent dans le B2C, tu as le salaire en fin de mois, etc. Bah, en B2B, généralement, tu as le budget à l'année. Donc c'est comme si le salaire tombait à l'année. Donc forcément, il faut tomber au bon moment. Et ce que tu dis sur le biais qu'on peut avoir en France de télécharger le livre blanc, book une démo, etc., qui sont des campagnes ou en tout cas des contenus très bas de funnel finalement. Il faut déjà être la fameuse pyramide problem aware, et solution aware, etc. Il faut déjà être assez avancé finalement pour y aller et tu t'adresses. Je crois que tu avais la stat, c'était 3% du marché qui est dans cette phase très chaude en permanence. Mais du coup, tu gommes complètement les 97% restants que tu dois éduquer et maturer. Et du coup, comment tu structures cette démarche? Parce que tu dis, il en faut quand même ce genre de campagne, un peu comme des campagnes de retargeting côté classique. Et comment tu jauges le besoin sur tel ou tel niveau entre, alors je ne sais pas si c'est les mêmes termes, mais sur de l'awareness, de la considération, de la conversion, comment tu structures un peu tout ça? Donc les gens, c'est pas du bétail et faire une modélisation par funnel dans lequel on va dire ok, on va faire passer les gens par 222 étapes séquentielles et les gens ils peuvent pas revenir en arrière. Bon, clairement, c'est illusoire. Ceci étant dit, on peut quand même essayer de faire des structures de campagne qui vont entre guillemets attirer l'attention des gens avec le bon type de message, la maintenir, les nurturer et puis après derrière les pousser à l'action. J'aime bien avoir une structure de campagne en 4 couches. Donc j'ai la couche froide, donc c'est le trafic, c'est les gens qui ne connaissent pas encore. Après derrière, j'ai l'audience de 90 jours, donc c'est une nurturing, on va dire, plus court terme. Donc c'est des gens qui ont interagi avec les contenus durant les 90 derniers jours. Après derrière, audience à 30 jours, c'est les gens qui ont consommé les contenus il y a vraiment pas longtemps. Et enfin derrière, une audience à 180 jours. Donc là, c'est des gens en fait qui ont engagé avec le contenu mais il y a un petit peu longtemps en fait. Et du coup, moi, dans ces 4 couches-là, du coup, je vais mettre un petit peu différents types de contenus. Donc, typiquement, sur la première couche de contenu, donc qui va toucher les gens qui sont en mode froid, qui ne connaissent pas encore la marque. Typiquement, je vais mettre 2 grandes typologies de contenu. Donc la première, c'est plus du product marketing, de marketing produit. Donc ce sera vraiment des publicités extrêmement directes qui ont pour but de démontrer comment votre produit ou votre offre il va aller aider votre prospect à mieux faire son boulot, à résoudre les problèmes qu'il a, à, voilà, à avoir en tout cas une meilleure vie professionnelle. Il y a différents frameworks qu'on peut utiliser pour du coup montrer le produit sous toutes ses facettes et montrer comment il va aider les personnes. Donc là, c'est beaucoup de bénéfices, de capacités, de cas d'usage et de détails techniques où on va vraiment expliquer à la chose ce qu'on fait. Une erreur que font souvent les annonceurs, c'est de montrer un bénéfice qui est très loin du produit. Donc on a un produit qui fait quelque chose et derrière on met un bénéfice multiplier votre revenu par 10. Alors qu'à la base on a un truc qui sert juste à, je sais pas, à booker des rendez-vous par exemple. Non, il vaut mieux, c'est beaucoup mieux de mettre un bénéfice qui soit crédible et du coup sera quand même beaucoup plus lié directement à la fonctionnalité de ce produit-là. Donc ça, c'est une première strate de contenu. Une deuxième strate de contenu que j'aime bien utiliser, du coup, c'est du contenu expert. Du contenu expert, soit en mode brand content, donc c'est-à-dire du contenu de l'entreprise, ou alors, on va dire thought leader campaign, marque personnelle, où ce sera un dirigeant, un C-level ou un expert métier, ou même un influenceur externe, qui va faire des contenus experts avec pour vocation d'apporter une valeur éducative à la cible. Donc là, ça peut être du contenu à la fois image ou bien du contenu vidéo, des articles, des extraits de webinaires. On peut être extrêmement créatif sur les différents formats qu'on peut utiliser. Donc techniquement, j'aime bien toucher les gens pour la première fois avec une de ces 2 strates de contenu. Et donc maintenant, si tu veux, on peut passer à la seconde strate, donc c'est la strate à 90 jours, où là, en fait, que je vais vraiment mettre beaucoup de contenus différents dans cette strate-là. Donc, je vais continuer à mettre du marketing produit, où je vais essayer de toucher sur des angles un petit peu différents que sur la première strate, pour ne pas trop ennuyer les gens. Deuxième, je continue à mettre beaucoup de contenu, donc de contenu expert.
troisièmement, je rajoute la preuve sociale. Parce que là, maintenant, les gens, ils nous connaissent un petit peu. Donc, ça va les intéresser un peu plus qu'on leur parle de preuve sociale, qu'on va dire, ah ouais, on va expliquer que Amazon, ils utilisent notre produit, c'est génial. Alors que si on fait ça sur une audience froide, les gens, ils s'en foutent, quoi. Enfin, voilà, ils s'en foutent qu'Amazon utilise notre produit. Par contre, ils s'intéressent plus à ça sur la seconde strate. Donc, je fais ça. Et puis après, derrière, par rapport à la couche à 30 jours, donc c'est là, typiquement, je vais être un peu plus agressif. Et que là, je vais juste dire aux gens, ok, bah là, si vous voulez, vous pouvez demander une démo, vous pouvez demander un essai gratuit, etc. Et en fait, derrière, sur la dernière couche à 180 jours, donc là, c'est une touche très light. Je fais que des publicités qu'on appelle Spotlight Ads et Text Ads. Ce sont des publicités quasiment gratuites qui permettent de montrer des messages de manière un peu subliminale aux personnes. Et où là, j'insiste beaucoup sur la proposition de valeur, sur le marketing produit, sur la social proof. Et ça peut être gratuit, ou presque gratuit, quand on fait de l'enchère, quand on fait des enchères au coût par clic. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, vu qu'ils ne cliquent jamais sur des publicités-là, bah, si du coup, on prend des objectifs, on fait des objectifs par rapport au coût par clic, et bah, du coup, bah, on paye pas, en fait. On a plein d'impressions, mais voilà. Ça, c'est malin. Et ça te sert surtout à faire le rebond sur des cibles qui s'éloignent ou qui petit à petit se refroidissent peut-être en partie. Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, on se rappelle un petit peu à leurs bons souvenirs. Et c'est vrai que les gens sont beaucoup plus influencés par la pub qu'ils ne le pensent. Donc c'est pour ça que c'est bien de leur montrer un petit peu le logo de la marque de temps en temps. J'avais des gros débats sur les pubs display à une époque. Et je disais, Ouais, oui, mais c'est important de faire des impressions dans la tête pour que les gens, on imprime quand même notre marque ou nos photos ou nos messages. Parce que même si ouais, les gens ne lisent pas ou ne cliquent pas, ils le voient en fait. Et oui, il y a une fatigue publicitaire, oui, les gens filtrent un peu plus, etc. Mais le subconscient, comme tu le dis, il voit en fait. Donc c'est important de ouais. se rappeler à leurs bons souvenirs, même de manière quasi inconsciente. C'est ça. C'est hyper important. Et juste par rapport au contenu, moi, ce que je dirais, c'est faire beaucoup moins de contenu fermé et de faire beaucoup plus de contenu ouvert. J'ai l'impression qu'il y a une conspiration en France qui vise à dire euh, on va mettre des contenus un peu pourris en organique pour attirer le chaland, mais les vrais bons contenus, on va tous les mettre derrière des formulaires. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, bah, vu que les gens ils veulent de moins en moins remplir des formulaires, les gens ils vont voir votre contenu pourri et ils vont se dire, bah, ok, bon, on se casse quoi. J'en veux. Voilà, c'est de moins en moins, c'est de plus en plus difficile du coup d'avoir des gens qui vont remplir, qui vont mettre leurs coordonnées pour avoir des contenus comme ça. Donc ça se fait encore. Certaines audiences réagissent très bien à ça. Par exemple, l'audience RH qui continue à adorer ce genre de contenu-là. Mais beaucoup d'audiences maintenant sont complètement saturées par rapport à toutes ces histoires de bonjour, télécharger le livre blanc, machin, enfin tout ça. Ouais, c'est ok pour le faire. Moi, je le fais encore pour certains clients, mais arrêtez de mettre 100% de votre budget derrière ça, quoi. Parce que Ouais, ça sert à rien. Juste vous saoulez les gens, en fait. et surtout sur des audiences, je pense notamment marketing et probablement IT Ah aussi, oui. qui sont Ah oui. vaccinés parce que ça fait 10 ans qu'en fait, dès qu'ils renseignent leur email dans le moindre livre blanc, dans la Ouais. moindre infographie, Ouais. toute Ouais. pétée, ils se font harceler derrière par les sales Ah oui. parce qu'il n'y a pas même pas de notion de scoring, etc. Ça, c'est un sujet, même le scoring côté inbound, on l'avait évoqué, on avait fait une vidéo avec Cédric Costa, que tu connais bien, je pense, Ouais. sur la partie Ouais. inbound, justement, sur le fait de même quand tu mets des contenus fermés au sein d'un mix avec des contenus ouverts, tu ne vas pas harceler les gens pour autant derrière. Mais Bah oui. ce que tu dis sur la valeur des contenus ouverts et fermés, c'est intéressant parce que j'ai eu le rebond hier d'une personne chez un client. Euh, donc c'est quelqu'un qui vient d'arriver il y a un mois chez ce client-là, mais qui suivait déjà les contenus agences depuis longtemps et qui disait j'étais étonné de ne jamais avoir été sollicité après avoir téléchargé tes livres blancs. Donc c'était assez intéressant parce que tu vois que finalement, le, les gens se sont tellement habitués au côté agressif du marketing B2B que c'est limite relaxant et reposant quand tu vois un acteur qui fait différemment et qui ne te saute pas à la gorge au moindre contenu. Donc ça c'est intéressant. Et l'autre point qui était soulevé par la même personne, c'était euh, qu'il y avait beaucoup de contenu offert et justement il est ouvert et il est gratuit, etc. et que ça allait très loin. Et tu as l'autre débat qui est éternel sur où est-ce que ça s'arrête, le côté gratuit. Mais au final, quand tu diffuses des choses qui ont énormément de valeur for free et que tu le catalyses en ads encore plus, en fait, le karma fait que ça retombe toujours chez toi finalement. Donc
le fait de produire de la qualité, c'est Hormozy qui disait ça encore une fois, c'est que les gens et même tes clients actuels te jugent sur ton free stuff, sur tes ressources gratuites. Et donc, ça peut avoir l'effet inverse, c'est de te desservir auprès de tes clients actuels ou de tes prospects chauds s'ils voient que tu fais des conneries finalement. Et si en plus tu payes en ads pour maximiser la visibilité de contenus complètement pourris. Donc c'est intéressant. Et comment tu décides si un contenu est bon ou pas? Parce qu'en ads, j'imagine que le mieux, c'est quand même de pousser des contenus qui marchaient déjà très bien en organique. Instinctivement, je pense à ça. Et tu te dis, ok, bah en fait, s'il a bien marché en ads, je vais en profiter et je vais mettre du budget dessus parce que je sais que ma cible y est réceptive. Donc, j'en profite. Et à l'inverse, un contenu qui a généré aucune demande déjà en organique quand il est poussé et bah, tu vas pas mettre du budget supplémentaire. Tu as déjà mis du budget pour le créer, mais tu vas pas mettre du budget supplémentaire cramé en ads pour l'afficher auprès de ta cible. Ouais, ouais, clairement. Par rapport à cette, moi je pense qu'il n'y a pas de vraiment, faut pas avoir trop de distinction entre le paid et l'organique. Pour moi, le paid c'est un levier d'amplification d'une machine déjà organique qui fonctionne. Je conseille effectivement d'aller pousser des contenus organiques qui ont performé. Par exemple, si on parle de Thought Leader Ads, c'est-à-dire sponsoriser via LinkedIn Ads des posts organiques, moi typiquement, je vais pousser seulement des posts organiques qui ont un taux d'engagement organique supérieur à 3%. Ça donner suffisamment de résonance au niveau de la cible, clairement. Et c'est intéressant aussi de se dire la partie Thought Leader Ads, j'aime beaucoup parce que tu peux, en fait, ça coûte rien de poster sur LinkedIn, encore aujourd'hui en organique. Et donc, ça te permet de crash tester des ad copies, donc les textes que tu vas pousser en ads derrière. Donc, le format, il est quand même assez sympa. Et je digresse un peu, mais parce qu'on a parlé de plusieurs types de campagnes finalement à avoir pour avoir une bonne structure, plusieurs types de formats. Finalement, j'imagine que c'est un peu comme sur d'autres régies où tu as un minimum à avoir en termes de budget pour pouvoir te permettre d'avoir plusieurs types de campagnes. Sinon, tu dilues tout ton budget, l'algo ne comprend pas ce qu'il faut, etc. C'est quoi, selon toi, les bons échelons à avoir en termes de niveau de budget pour ne serait-ce que démarrer avec une première campagne? Et si ça vaut le coup de démarrer avec ne serait-ce qu'une campagne où il faut déjà avoir un minimum, une structure qui ressemble à celle que tu as évoquée un peu plus tôt. Ouais. La structure que j'ai évoquée, c'est clairement, pour moi, c'est vraiment une grosse structure pour une entreprise qui a pas mal de contenu, qui est relativement mature. Et pour déployer ce genre de structure, si on n'a pas un minimum de 3 000 euros par mois, bah, ça va être très compliqué, évidemment. Parce que dans ce truc-là, il faut quand même pas mal de campagnes et pas mal de formats différents, etc. Ceci étant dit, on peut effectivement faire des petits tests. Donc, en fait, ces petits tests-là, ils peuvent avoir plusieurs formats. On peut dire, par exemple, OK, je vais juste faire un peu de retargeting. C'est-à-dire, je vais dire, OK, j'ai du trafic déjà sur mon site, que ce soit via du paid ou via de l'organique, et je vais le requalifier via LinkedIn Ads. Et ce qui est puissant, c'est qu'on peut dire, par exemple, si on a peut-être 3000 visiteurs par mois sur son site, ce qui est pour moi une sorte de limite basse, en dessous ça va être difficile de faire du retargeting sur LinkedIn, on va requalifier ce trafic via les filtres firmographiques de LinkedIn. Donc on va dire, OK, moi je veux recibler les gens seulement qui ont tel type de poste, ou alors qui ont tel type de hiérarchie, ou bien qui appartiennent à tel type d'entreprise, qui ont une certaine taille en termes de nombre d'employés. Et là, on peut imaginer des petites campagnes de retargeting pour aller réchauffer ces personnes-là. Et oui, effectivement, si on veut, on peut faire une campagne de retargeting à 10 euros jour, ce qui va donner 300 euros mois. Après, il ne faut pas s'imaginer qu'on va aller imprimer de l'argent avec ça. Faut bien mettre les choses dans leur contexte. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est possible, faire un peu de retargeting. Un autre cas d'usage aussi, c'est se dire, on a des personnes dans l'équipe qui sont actives sur LinkedIn au niveau organique, c'est-à-dire qui postent en leur nom propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller amplifier ces posts-là vers une audience extrêmement qualitative. C'est d'ailleurs ce que je fais personnellement. Donc on va cibler une liste de comptes et on va dire, ok, ces listes de comptes-là, je veux qu'ils voient les posts de mes employés tous les jours. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une campagne où j'ai ciblé une liste extrêmement restreinte d'entreprises avec qui j'ai envie de travailler. Donc la liste, derrière les bonnes personnes, donc j'ai mis en gros l'équipe marketing.
J'ai pas voulu être trop restreint. J'ai pas voulu dire, ok, non, je veux parler que au CMO, le reste, je m'en fous. Parce que non, parce que l'assistant du CMO ou même le petit stagiaire qui a 19 ans, mais qui voit mes posts et qui va peut-être les liker ou qui va peut-être les envoyer à son boss, ça m'intéresse de lui montrer mes pubs. Et d'ailleurs, ce que je fais, c'est que je mets mes meilleurs posts organiques dans cette campagne-là, en rotation équilibrée, ça c'est important. Parce que si on met une rotation entre guillemets algorithmique où LinkedIn il va choisir entre guillemets les meilleurs posts ou les meilleures pubs, bah, il va montrer, au lieu de montrer tous les posts différents, il va en prendre un, il va le montrer tout le temps aux gens. Et les gens ils vont se dire, Amoni, il me saoule parce que tous les jours je vois ses posts et je vois toujours le même post. Donc bien avoir une rotation équilibrée. Et ce qui fait que là, j'arrive à avoir un taux de répétition extrêmement élevé sur mes cibles avec des contenus extrêmement variés. Et évidemment, ce nurturing-là, il va se faire durant les mois et années à venir en fait. Ah, en fait, tu forces l'algo à montrer tes contenus aux bonnes personnes, c'est la force de la chose. Ouais, Et ça, tu peux le c'est démarrer ça. avec un budget qui est pas si énorme non plus, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. Ouais, tu peux démarrer avec un budget à 10 euros, 10 euros par jour et puis après tu recalibres. Donc moi, j'ai une sorte de petite heuristique que j'utilise sur une durée de 30 jours par rapport à ma campagne. Je vais essayer d'avoir une fréquence entre 8 et 10. Si ma fréquence est supérieure à 10, c'est un peu trop. Les gens, on va quand même un peu trop, entre guillemets, les tabasser, donc faut pas. Si on a une fréquence qui est inférieure à 8, bah, au final, les gens, ils vont pas voir ta pub, ou pas assez. Et donc, du coup, ça va pas fonctionner. Donc, moi, j'essaie d'avoir cette fréquence-là. Et après, derrière, je fais un minimum, un ratio 1 pour 1 entre le nombre d'assets publicitaires et la fréquence. Donc, si par exemple, j'ai une fréquence de 9, il faut absolument que j'ai plus d'assets publicitaires que 9. Sinon, je vais saouler les gens. Si j'ai une fréquence, n'importe quoi, de 9, mais que j'ai 2 créas, bah, ça veut dire que les gens, ils vont voir un petit peu trop la même créa et ça risque. Même si au début, ça va un petit peu pendant les 2, 3 premières semaines, au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, c'est bon, les posts de money, j'en ai marre, quoi. Ouais, tu as ce côté répétition finalement où c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est une approche de la répétition qui est bien différente d'un Facebook Ads finalement où tu vas être beaucoup plus conservateur souvent, même si tu as des contenus différents. Parce que là, pour le coup, comme c'est en plus des posts ou euh, des éléments qui apportent de la valeur, tu peux te permettre avoir une répétition à 8 ou 10, comme tu dis, mais en proposant des valeurs différentes. Et là où, sur beaucoup de canaux publicitaires, finalement, tu cherches à pousser au maximum la créa qui marche le mieux, l'ad qui marche le mieux, etc. Là, comme tu cherches à t'infiltrer discrètement dans l'esprit des personnes, tu as besoin d'avoir ce côté qui n'est pas le côté du gros relou qui martèle et qui est un peu comme ces annonces de retargeting que tu vois sur tous les sites et qui te saoulent quand tu as eu le malheur de voir une fiche produit sur un site qui patate beaucoup trop et où moi j'ai déjà vu des campagnes de retargeting, les mecs ils ont des répétitions à 20, donc tu m'étonnes que les gens sont saoulés derrière et tu te retrouves avec des commentaires négatifs sur les publications. Bah, là finalement c'est beaucoup plus fin et le but c'est pas de faire cliquer à tout prix, c'est de rester présent. Donc l'objectif est un peu différent, c'est intéressant. Mais pour ça, je reprends ton basique, c'est que du coup, il faut avoir le contenu à pousser par contre. On revient au basique de tout à l'heure. C'est important. Et donc, si je résume, on peut démarrer sans s'attendre à avoir une imprimante à billets, une planche à billets, avec des budgets qui sont hyper raisonnables. Hein, finalement, des leviers que tu peux démarrer avec du 10 balles par jour. Il n'y en a pas énormément. En plus, en nationwide, enfin en national et pas forcément en local, parce que ta segmentation, elle est un peu différente. Elle est un peu plus proche des gens plutôt que sur une approche géographique. Et à côté de ça, tu peux avoir des budgets supérieurs à 3000 euros assez facilement parce que bah, forcément, plus tu as une cible qui est large, j'imagine, plus tu as besoin de cravacher derrière pour avoir du lead, mais c'est que ça marche normalement à partir de là. Est-ce qu'il y a une limite où tu te dis, ok, bah en fait, est-ce que tu as déjà atteint un plateau sur LinkedIn en disant, ok, là on a saturé, on peut pas mettre plus, ou il y a toujours des nouvelles audiences à aller chercher? Ah non, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, de dire, ok, là, on va pas. Il faut pas qu'on continue à augmenter les budgets parce que juste ça sert à rien, en fait. On n'a pas assez de contenu à leur montrer. Donc on va pas les oversaturer et on va pas effectivement essayer de tenter d'élargir à outrance. Donc oui, ça m'est effectivement arrivé. Après, les annonceurs français sont quand même relativement conservateurs. Donc c'est souvent moi qui suis là à pleurer, à leur dire ouais, ça serait bien qu'on augmente les budgets quand même. Ouais, parce que finalement, l'attribution, elle reste compliquée, puisque tu es sur des parcours d'achat hyper longs. T'as pas ce côté hyper facile en e-commerce où tu as, et encore en e-commerce, ça commence à pleurer parce que le tracking il est un peu moins bien qu'avant, etc., etc. Mais t'es pas sur des achats à 6 mois où l'attribution, il y a eu 222 points de contact, comme tu le disais. C'est beaucoup plus compliqué. Donc,
est-ce qu'il y a des techniques particulières d'attribution à avoir en tête pour justement pas que les budgets LinkedIn soient surappréciés ou dévalorisés à l'inverse? Ouais. Donc, il y a une chose à faire, à mon avis, c'est d'installer l'API de conversion ou KPI. C'est quelque chose qui est relativement technique et qui va permettre d'augmenter les performances de tracking de LinkedIn Ads. Donc, ça, c'est quand même quelque chose ça se fait une fois. Vous demandez un expert tracking, vous le mettez en place, terminé, merci, au revoir. Je pense que c'est quand même bien de mettre ça en place parce que ça va augmenter pour toujours les performances de vos publicités et aussi votre reporting publicitaire. Ça, c'est une première chose à faire. Deuxième chose à faire, évidemment, c'est connecter LinkedIn avec HubSpot ou avec Salesforce, c'est-à-dire connecter LinkedIn avec votre CRM, évidemment. Ça va vous permettre évidemment déjà de déverser plein de data depuis votre CRM vers LinkedIn et du coup d'aider par rapport au ciblage par entreprise, comme on a vu tout à l'heure. Mais en plus, ça va vraiment aider par rapport à l'attribution. Il existe des outils comme Fibler qui vont aider à déterminer comment LinkedIn a influencé la création de pipeline ou un revenu. Ça va te dire par exemple, OK, ce compte-là qui est dans le pipeline maintenant, on lui a servi un certain niveau d'impression. Ce qui permet du coup de quand même de donner des indices sur l'efficacité de LinkedIn pour générer des conversions. Par contre, on va dire l'attribution native de HubSpot pour LinkedIn, elle va fonctionner dans deux cas seulement. Le cas dans lequel on a capturé les gens avec un formulaire lead gen form, donc avec un livre blanc, un truc comme ça. Et le deuxième cas, c'est la personne, elle a cliqué sur le lien traquer HubSpot et tout de suite elle a converti. Alors qu'en fait, on sait bien que dans la réalité, souvent ça se passe pas comme ça. Les gens, ils vont cliquer sur la pub, ils vont aller sur le site, ils vont se barrer, ils vont revenir 30 jours après avec leur mobile, avec un autre ordi, ou alors ils vont cliquer sur la page entreprise, ils vont convertir derrière, et là le tracking, il est cassé. Et le troisième mécanisme que je recommande à tous mes clients, c'est de mettre en place ce qu'on appelle, en anglais, c'est Self-Reported Attribution. En français, on peut le traduire par l'auto-attribution. C'est très simple. C'est sur le formulaire de demande de démo, on rajoute une question obligatoire. Comment avez-vous entendu parler de nous? Question obligatoire, petit astérisque, avec derrière un champ ouvert qui permet aux gens d'écrire une petite phrase s'ils ont envie. Voilà, j'ai entendu parler de vous via LinkedIn, ou alors ma collègue m'a entendu parler de vous. Ça donne beaucoup de data, déjà sur les pubs LinkedIn, mais aussi sur le reste des initiatives marketing vente. Donc c'est extrêmement intéressant au niveau qualitatif. Et derrière, on met en place un workflow HubSpot pour, on va dire, transformer toute cette marée de données et de la classifier plus ou moins dans des buckets. C'est-à-dire on va repérer certains mots clés dans les réponses pour ranger un petit peu toutes ces soumissions dans des catégories. Ok, hyper intéressant. Et c'est des basiques à avoir limite dès le début, du coup. En tout cas, c'est mieux pour Ouais, se dire, ok, je mets du budget, mais j'essaye de l'attribuer au mieux. Sinon, on fait un ouais. peu un acte de foi, forcément. Et je vois que le timing, c'est cool et c'est cool. Dans ce genre de vidéo, moi, j'aime bien que les gens repartent avec des devoirs, en général. Euh, Ouais. Si quelqu'un a pu être convaincu à l'issue de cet épisode de dire, ok, je dois me mettre à LinkedIn Ads, je dois démarrer. La première chose à faire, j'imagine, c'est d'aller te suivre sur LinkedIn, ça c'est un sujet. Mais par quoi je démarre demain si je me dis, ok, j'ai compris que c'était important, j'ai globalement compris les types de campagnes, les types de formats, etc. Euh, c'est quoi les prérequis à avoir, à mettre dans son sac à dos avant de partir dans la randonnée LinkedIn Ads? Ouais, ouais. Déjà, c'est un peu les pitiés dont on en parlait avant, par rapport au Product Market Fit, par rapport au content et par rapport au site web. Donc déjà, être très solide sur les trois, clairement. Tant qu'on n'a pas fait ça, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, Installer le pixel LinkedIn sur le site web pour commencer à collecter de la data. En fait, si vous installez votre pixel LinkedIn sur votre site web et que derrière, vous créez une audience de retargeting, par exemple à 90 jours ou à 180 jours, après derrière, vous pouvez cliquer sur cette audience-là, explorer cette audience-là, et vous allez pouvoir voir notamment les entreprises qui emploient les gens qui ont visité votre site web. Donc là, du coup, ça peut être super intéressant de savoir quelles entreprises sont allées voir votre site internet. Ok, ouais, donc tu as vraiment cette phase de pré-exploration. Bon, déjà, il y a les trois prérequis. Effectivement, on les a rappelés pas mal sur le product market fit, donc l'offre qui marche, le site qui est prêt à recevoir des leads et qui n'a pas un formulaire tout pété, où du coup les gens de toute façon ça ne servira à rien. Et évidemment, le fait que le contenu ne soit pas claqué au sol
et idéalement avoir un bon mix, j'imagine, contenu ouvert, contenu fermé, on l'a un peu dit en filigrane, et à côté de ça, avoir le tracking qui va bien, commencer à populer limite. Si on commence juste à avoir la réflexion, c'est peut-être comme sur les autres régies publicitaires, moi j'ai tendance à dire, s'il y a la suspicion que demain on va mettre du budget dessus, autant mettre le tracking tout de suite. Comme ça commence à populer, on commence à collecter de la donnée, même si on n'a pas encore de budget dessus, au moins on gagne du temps, on gagne du délai, et c'est pas perdu entre guillemets. Oui, on fait transiter de l'info, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les prérequis. Et après, cette phase d'exploration, où tu vas voir les boîtes qui interagissent déjà avec tes contenus existants. Ça marche que pour les contenus de page entreprise. Je fais le mini parallèle, je pense. Ça marche, je sais que ça marche avec les pages entreprises et il me semble qu'on peut aussi voir les entreprises qui sont venues visiter le site web de l'entreprise. Ça, je ne suis pas sûr par contre. Ok, ouais, tu peux aller jusque-là. C'est intéressant. Et après, tu commences peut-être par quelques campagnes de test et tu trempes un orteil dans la plateforme. Et après, tu déroules vraiment, mais tu n'y arrives pas forcément avec des a priori que tu peux avoir et la structure complète que tu as évoquée. On n'arrive peut-être pas avec ça dès le début, surtout si on est solo. Et donc, en tout cas, si on a des grosses ambitions sur LinkedIn Ads, je pense que ça reste un levier qui est assez technique. Le mieux, c'est quand même de se faire accompagner. C'est une plateforme qui est un peu différente. Les possibilités sont nombreuses, mais du coup, comme on l'a vu, le coût, il est plus élevé qu'ailleurs. Donc, le retour sur investissement attendu, bah, forcément, il faut qu'il y ait plus de valeur. Donc, c'est plus risqué de se viander. Donc, ça vaut le coup quand même de bien s'interroger, bien se questionner. Tu en parles souvent dans tes posts, d'ailleurs, de LinkedIn Ads. Donc, ça aide déjà aussi à s'acculturer au fait que c'est une plateforme un peu différente. Ça donne des bonnes armes sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits intéressants où on peut se former à LinkedIn Ads si on n'est pas encore prêt à mettre autant de budget sur la table, mais qu'on veut encore explorer un peu? Ouais, donc déjà mes posts LinkedIn, j'ai aussi rédigé un guide de plus de 7000 caractères sur LinkedIn Ads que je peux aussi mettre à disposition gratuitement et de manière non fermée. Donc je fais ce que je prêche. C'est beau, c'est beau. C'est le fameux cordonnier en Louboutin, comme dit l'ami Costa. On mettra les liens de ton profil et du guide dans la description de l'épisode, comme ça sera retrouvé assez facilement par les personnes qui veulent y aller. Si on est décidé, en tout cas, on peut aussi te contacter. Je pense que tu acceptes qu'on te contacte pour avoir des infos sur LinkedIn Ads et pourquoi pas pour Ouais. accompagner les personnes là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres passerelles à faire, par exemple, Ouais. on va pas rouvrir la brèche sur les prérequis, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à avoir en tête quand on vient, si par exemple demain quelqu'un arrive et te dit, ok, j'ai vu l'épisode, je veux faire du LinkedIn Ads, mais je veux pas le faire tout seul, il faut arriver avec quoi? Ça peut être la dernière question intéressante avant de clôturer. Bah, faut arriver déjà, bon voilà, tous ces contenus-là, ce site web, etc. Une très bonne connaissance de son audience, ça c'est absolument capital. Et après derrière, bah, la volonté de créer du contenu, de tester beaucoup de choses, de tester beaucoup de créa et de vouloir itérer pendant les prochains mois. Ouais, les clients qui performent le mieux, clairement, c'est ceux qui font ça pour moi. Ok, ouais, c'est vrai qu'on l'a pas réabordé assez fortement dans la conclusion, mais la connaissance client, finalement, on n'arrête pas de le prêcher. Mais à force de le prêcher, je remarque qu'il y a beaucoup de gens où c'est un peu galvaudé, où on part de parti pris en se disant mais mon client il est comme ci, il est comme ça. Non, en fait, on regarde ses clients existants, on regarde les entreprises avec lesquelles on bosse, on regarde avec qui on interagit et qui est décisionnaire côté client dans le portefeuille actuel, et on en rétro-engineer entre guillemets un persona, un ICP, et c'est avec ça qu'on peut venir te voir. Sinon, en fait, on vient te voir avec une offre, mais si on sait déjà pas à qui on l'adresse, finalement, est-ce qu'on est prêt à faire de la pub? Je suis pas sûr. Si je résume, C'est ça. c'est bien ça. Ouais, tout à fait d'accord. Top. En tout cas, merci beaucoup, Moni. Hâte d'en savoir plus. Si vous avez des questions sur LinkedIn Ads, vous pouvez les poser en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, bah, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube pour venir laisser vos commentaires. Ou sinon, vous pouvez interagir directement sous les posts de Moni, le contacter, etc. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est un point important aussi. Et s'il y a d'autres points que vous voulez qu'on creuse sur LinkedIn Ads, parce que finalement, là, on a fait la masterclass globale de la stratégie LinkedIn Ads, mais s'il faut aller un peu plus loin, s'il faut des exemples concrets ou autres, ou des études de cas, je pense qu'on reviendra avec plaisir avec Moni pour en discuter. Laissez-nous des commentaires à ce sujet-là, c'est un sujet qui mérite d'être plus démocratisé pour le coup, et merci Moni de participer à cette démocratisation sur LinkedIn, et
On te retrouve très vite. En tout cas, merci d'être venu chez nous. Merci beaucoup Maxence pour cette invitation, c'était génial de faire partie de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, vous retrouverez tous les liens utiles en description de l'épisode. Si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.